J'ai voulu aujourd'hui être là pour ouvrir ce colloque pour une première raison. C'était pour marquer l'attention que je porte au CICDE, Centre interarmé de concept, doctrine et d'expérimentation, qui est un outil essentiel dans la main du chef d'état-major des armées, parce qu'il est l'outil qui doit permettre de préparer l'avenir, d'appuyer les engagements opérationnels actuels et futurs, et de permettre et d'entretenir des travaux dans un cadre de dialogue politico-militaire auquel je suis particulièrement attaché. Voilà. Et c'est d'abord et principalement pour cette raison que j'ai voulu aujourd'hui être là, pour rendre hommage aux travaux conduits par cet organisme et manifester l'importance que je lui accorde, que nous ne lui avons pas suffisamment accordé jusqu'à présent, mais qu'il va falloir que nous lui accordions de plus en plus. Tant il est vrai que ce qui est majeur, c'est bien la préparation de l'avenir, et c'est ce qui fait la force des armées, mais c'est une force qui ne doit pas seulement se consacrer à la planification opérationnelle, mais bien à la réflexion en général, de manière stratégique, de façon à avoir le temps d'avance qui permettra de conduire et de construire les vraies armées du futur dont la France a besoin. Alors aujourd'hui, je remercie le CICDE d'organiser ce colloque, qui est une très bonne initiative, parce qu'il rassemble l'ensemble des acteurs du ministère des Armées qui sont impliqués sur ce sujet, et il tend la main au monde de la recherche et au monde civil, ce qui est évidemment, comme on vient de le dire, l'occasion de croiser les regards et les expériences dans le cadre d'une démarche collective qui est très importante. Et vous savez à quel point je suis moi-même personnellement attaché à ce qu'on croise des regards entre monde civil et monde militaire. Je ne veux pas faire de la publicité pour la revue Inflexion, mais qui porte comme titre Civil, militaire, pouvoir dire. Voilà. Eh bien, dans un domaine qui n'est pas le même que celui de la revue Inflexion, je sais qu'aujourd'hui, le CICDE réunit civils et militaires, et c'est parfaitement pertinent et extrêmement utile. Et puis, il porte sur un sujet qui est central aujourd'hui. Le changement climatique, en effet, est un des rares thèmes qui embrasse tout le spectre de l'action des armées. Et moi, j'attends de ce colloque qui nous permette de dresser l'état de l'art sur ce sujet du changement climatique et faire l'inventaire des réflexions complémentaires que nous avons à conduire. Alors, vous le savez, il y a un petit historique de la relation entre les armées et les enjeux climatiques. Je me souviens, lorsque j'étais sous-chef d'état-major à l'état-major de l'armée de terre, d'un travail que nous avions fait à la demande du groupe Europe Écologie Les Verts, qui avait, à cette époque-là, rédigé un livre vert de la défense. Et je retiens cet extrait de ce livre vert de la défense. La défense représente le premier investisseur de l'État, le budget de la nation le plus élevé après celui de l'éducation nationale, le deuxième employeur, mais aussi la première entreprise emprise foncière sur le territoire français. C'est précisément sa position si singulière à la confluence des champs politiques, économiques et sociaux qui fait d'elle l'un des acteurs majeurs de la nécessaire transition écologique de notre société. J'allais vous dire tout est dit. Non, tout n'est pas dit, parce qu'en réalité, ce sujet qui au début était un sujet très, très national et très politique est devenu un sujet aujourd'hui évidemment très social, puisque la totalité de notre société se sont concernées par les enjeux climatiques. C'est devenu aussi un sujet international. Je rappelle que la semaine dernière, la Commission de l'Union européenne a adopté un plan d'action qui est intitulé « Vers une pollution zéro dans l'air, l'eau et les sols », et que la même Commission souhaite atteindre une Europe neutre pour le climat d'ici 2050. Et j'étais avant-hier au comité militaire de l'OTAN, et on nous rappelait, et le secrétaire général de l'OTAN nous a rappelé que l'agenda OTAN 2030 inclut dans les défis de demain les incidences du changement climatique sur la sécurité. Et vous voyez bien que d'un point de départ qui, en 2014, envisageait les armées et le climat essentiellement sous l'angle de l'armée acteur puissant au niveau national, on est arrivé aujourd'hui à la prise en compte de sujets véritablement climatiques dans l'évolution de la vision stratégique du monde que nous pouvons avoir, de l'influence que vont avoir ces changements climatiques sur la conflictualité. Et je pense qu'il est important qu'il soit étudié aujourd'hui, et c'est pour ça que je considère que le CICDE est pleinement dans son rôle en organisant ce colloque. Alors, quels sont ces enjeux du changement climatique ? Et je ne vais pas en quelques minutes couvrir l'ensemble des recherches et des réflexions qui sont en cours, mais je voudrais insister sur deux points. D'abord sur le fait que, quoi qu'on en dise, le changement climatique est et sera de plus en plus un facteur de conflictualité, et par ailleurs que
les armées vont s'adapter pour lutter contre ce changement climatique, et j'y reviendrai. Alors, je sais que la théorie des guerres du climat ne fait pas l'unanimité. Il y a un livre de Bruno Tertrais qui s'appelle « Les guerres du climat contre-enquête sur un mythe moderne » qui est paru en 2016 et qui réfute cette histoire ou cette théorie des guerres du climat. Pour autant, nous savons, nous, parfaitement, et nous l'observons de plus en plus, que le changement climatique est à minima un facteur multiplicateur de conflictualité. Sur la question de l'accès à l'eau, par exemple, et vous voyez bien les tensions actuelles que nous observons au sujet du grand barrage éthiopien de la Renaissance sur le Nil. Le réchauffement climatique également a un effet direct sur l'aggravation des sécheresses, avec ce que cela induit en matière de mouvement de population, avec la famine qui est induite par ces risques de sécheresse, et les grandes migrations intra-africaines qui se produisent et qui ne font qu'accentuer les déséquilibres et que multiplier les risques de friction à travers des zones immenses. Et c'est bien un des facteurs auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés au Sahel. Et puis, autre exemple qui me paraît tout à fait clair, une fonte des glaces et une accessibilité croissante à la zone arctique, avec l'ouverture d'un passage de transit avec le passage nord-est, qui exacerbe les rivalités de puissance et qui, là aussi, va poser aux armées une vraie question stratégique et de prise en compte d'évolution de la conflictualité maritime. Donc, ce qu'on peut évidemment attendre et ce que l'on doit évidemment être capable d'analyser avec le plus de finesse possible et le plus d'anticipation possible, c'est l'environnement international qui va devenir de plus en plus instable sous la pression de ce changement climatique. Et il faut que nous analysions précisément les mécanismes qui sont en train d'être mis en œuvre. Et puis en fait, et ensuite des engagements militaires qui vont être appelés à augmenter, en particulier sous le poids de ces changements climatiques et de leurs impacts. D'abord pour des secours humanitaires post-événements climatiques, et je crains que cela se multiplie, ou j'en suis même certain. Ensuite, des engagements sur le territoire national qui sont liés aussi à la protection de l'environnement. Je rappelle pour nos amis civils que l'engagement des armées dans la lutte contre les incendies, dans les opérations Héphaïstos chaque année est un engagement croissant, que l'engagement des armées dans l'opération Harpie, qui vise à protéger la Guyane contre l'orpaillage, qui est une source de pollution majeure, sont de plus en plus importants, et que l'action de l'État en mer prend une dimension croissante. Et là aussi, il y a une relation directe avec les évolutions climatiques. Et puis surtout, je pense que malheureusement, et si évidemment, quand on fait de la prospective, on imagine l'évolution de la conflictualité, l'hybridation de la conflictualité, le risque possible ou le risque envisageable d'une confrontation majeure de haute intensité dans les 20 ans qui viennent, il y a aussi l'augmentation inéluctable des opérations de gestion de crise que nous connaissons aujourd'hui. Il m'arrive souvent de dire à des journalistes que je n'imagine pas que dans les 10 ou 20 ans qui viennent, nous ne continuions pas à être engagés au Sahel et en Afrique. Je le répète, ces opérations de gestion de crise, dans ces zones qui vont être de plus en plus déséquilibrées par les changements climatiques, vont se multiplier et vont durablement engager les armées. Vous voyez donc un impact très puissant de ces évolutions climatiques, encore une fois, même s'il n'y a pas de guerre des climats, en tout cas un effet multiplicateur évident sur les engagements, sur les crises et donc sur les engagements militaires. Ensuite, évidemment, l'autre enjeu pour les armées, c'est leur adaptation pour être capables de contribuer à la lutte contre le changement climatique. Alors, que font les armées, que font l'EMA pour cela Eh bien, elles mettent à profit leurs compétences et elles réalisent une planification opérationnelle parce que c'est leur métier, qui a débouché sur une stratégie de développement durable des armées que nous avons validée en novembre l'année dernière, et nous avons désigné un officier général développement durable, qui est le général Breton, qui doit intervenir aujourd'hui. Je ne sais pas si le général Breton est là. Vous êtes là, pardon, je ne vous avais pas vu. Alors, quel est l'objectif de cette stratégie ? C'est bien d'intégrer les contraintes et de les transformer en opportunités. Les futures interventions des armées, en effet, vont se faire dans un cadre réglementaire qui sera de plus en plus contraignant, qui devra respecter les exigences qui sont fixées en termes de développement durable, qui sont des exigences objectivement très fortes et qui n'iront pas en s'affaiblissant.
et dans des conditions de plus en plus difficiles, d'être capable de s'engager dans des milieux dont l'hostilité naturelle sera renforcée par les conditions climatiques de plus en plus fortes, de plus en plus dures, qui rendront la réalisation des missions de plus en plus exigeante pour les hommes qui auront à les conduire. Et donc aujourd'hui, nous déclinons les 3 axes de la stratégie du ministère des Armées, notamment stratégie énergétique, consommer, et je vois ici mon cher Ferré, notre spécialiste en énergie, consommer mieux, consommer moins et consommer sûr, ce qui est important également. Alors, concrètement, parmi les axes emblématiques de cette stratégie du ministère des Armées, il y a d'abord un processus de décarbonation des armées. Le ministère des Armées, en effet, est le premier consommateur d'énergie fossile, institutionnel. Et donc, nous avons lancé un processus qui s'appuie sur la capacité d'innovation DGA, en liaison avec le secrétaire général pour l'administration et état-major des armées. Ensuite, un axe qui est l'économie d'énergie et le développement durable, avec la notion d'éco-conception. Je pense en particulier au projet d'Éco-Camp qui est porté par le service d'infrastructure de la Défense. La conception également des futurs équipements terrestres, dont la propulsion pourrait être hybride, etc., etc. Et puis, enfin, la contribution à la préservation de l'environnement à travers des mesures spécifiques pour l'entretien du foncier du ministère, avec les camps de manœuvre en particulier. Évidemment, il y a une limite à tous ces projets. Il ne s'agit en aucun cas de remettre en cause l'efficacité opérationnelle des armées. Notre mission est une mission qui touche à l'existence même de la nation. Et si les enjeux climatiques sont des enjeux majeurs, l'exigence de survie de la nation face à un ennemi qui voudrait la faire disparaître sont supérieures aux exigences des enjeux climatiques. Et il n'est pas question que nous soyons dotés d'équipements qui nous interdiraient demain de conduire la guerre. Ça me paraît absolument essentiel. Et même si je crains de choquer ici quelques magnifiques âmes écologiques, je le redis, il n'est pas imaginable que demain nous ayons un Rafale électrique ou un Charles Leclerc qui ne roule qu'à l'éthanol. Ces concepts sont beaux, mais ils peuvent faire rêver beaucoup. En réalité, vous voyez bien que ce qui prime d'abord, c'est l'expression du besoin opérationnel des armées. Et on ne peut pas imaginer que nos moteurs d'engins ne soient pas capables de fonctionner avec les carburants de mauvaise qualité que nous rencontrons sur la théâtre d'opérations extérieures. On ne peut pas imaginer que un véhicule blindé qui est lancé dans un raid foudroyant soit brutalement obligé d'interrompre le raid parce que ce serait la nuit et que nous n'aurions plus de ressources d'énergie solaire. Et vous voyez bien que tout cela fait que, même si les armées sont engagées de façon résolue, à la fois dans la conception d'équipements plus respectueux de l'environnement, à la fois dans l'innovation en matière de consommation d'énergie, elles doivent impérativement garder à l'esprit les nécessités de l'engagement opérationnel. Voilà, pour conclure cette introduction trop rapide, je vous prie de m'en excuser. Je pense que les enjeux climatiques aujourd'hui ne laissent pas d'autre choix à l'ensemble de nos sociétés et aux armées, en particulier, d'autre choix que de nous adapter en faisant nôtres les ambitions collectives de la France et de l'Union européenne. Donc nous allons nous efforcer de tracer de façon la plus volontariste possible un chemin qui est difficile, qui permettra d'avancer sur le terrain du développement durable, tout en préservant absolument l'efficacité opérationnelle de nos armées. C'est pour ça que ce colloque est pour moi une initiative importante, essentielle, qui permettra de nous éclairer. Et je remercie encore l'ensemble des représentants ici, des armées bien sûr, mais également du ministère et de la société civile qui vont nous aider à avancer, à débattre et à progresser. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée d'échange et je lirai attentivement en général la fiche de synthèse que vous me ferez parvenir sur les conclusions de ce colloque. Merci à tous.